Alors, pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi, Robert Saint-Amour, David Lavoie, Maude Mazoroten-Buller et moi-même. Alors tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Clara, qui avons-nous avec nous aujourd'hui? Oui, alors cette semaine, on parle d'une création au cœur de l'actu de la scène. Il s'agit de Ombre parle Eurydice, une pièce d'Elfriede Jelinek mise en scène par Louis-Carl Tremblay au Théâtre Prospero à partir du 11 avril. Une réinterprétation du mythe d'Orphée dans une perspective féministe et existentielle. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux des interprètes. Alors d'un côté, une habituée de l'émission, puisqu'on l'a reçue à plusieurs reprises pour son travail d'interprète, de chorégraphe et de directrice générale et artistique de la compagnie Louise Bédardance. Bonjour Louise. Bonjour Clara, bonjour Maude. Merci d'être avec nous. Et de l'autre, c'est une première dans nos studios. Il s'agit de la comédienne Stéphanie Cardy. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci, merci à vous. Alors, dans cette pièce, Ombre parle Eurydice. C'est Ombre Eurydice parle. Oui. Ombre Eurydice oui, parle. C'est drôle parce que j'arrête pas de les inverser et je sais pas ce que ça veut dire. Il y aurait une analyse jungienne à faire. Effectivement. En tout cas, alors dans cette pièce, vous incarnez aux côtés de l'actrice Macha Grenon Eurydice. À 3 périodes de sa vie, vous allez nous en dire plus. Mais déjà, j'aimerais vous entendre sur la genèse de ce projet. Comment vous avez été approchée et qu'est-ce qui vous a fait embarquer dans ce projet-là, Stéphanie? Ben en fait, moi, j'ai pas été approchée parce que je fais partie de la compagnie Théâtre.org, donc avec Louis-Carl Tremblay et Robin Kittel-Ouimet. Donc c'est un texte en fait qu'on a nous lu puis qui nous a tout de suite émerveillés. C'est une langue qui est crue, qui est directe, qui est impressionnante. Puis aussi, en même temps, qui est extrêmement poétique, malgré sa rudesse. Donc, c'est ça, on s'est dit, mon Dieu, c'est vertigineux, on a envie d'essayer. Fait que voilà, donc j'ai pas été approchée, je me suis lancée volontairement là-dedans. Ouais. Et pour toi, Louise, comment ça s'est passé, alors, cette rencontre avec ce metteur en scène et ce texte? En fait, Louis-Carl m'a vu performer dans la pièce de Catherine Godet, qui n'a pas de titre, mais qui faisait partie du spectacle... récemment présenté au Théâtre de la Chapelle au mois de mars dernier, il y a 1 an. Et suite à ça, il m'a rejoint et puis on a discuté ensemble et puis il m'a présenté le projet. Mais j'ai eu quand même un espèce de choc en lisant ce texte-là. La première fois, je me dis, ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Alors, j'ai trouvé à faire des choses. Oui, parce qu'on a tous en tête le mythe d'Orphée et Eurydice. Oui, enfin, peut-être que certains l'ont pas. Vous pourriez le résumer en 2 mots. Mais quelle est cette revisite faite de Jelinek? On fait en 2 mots très rapidement le mythe d'Orphée. Orphée est un joueur de lyre, un poète qui séduit tout le monde par ses paroles, par son grand charisme. Et le jour de son mariage avec Eurydice, Eurydice se fait mordre par un serpent et monte aux enfers. Et là, Orphée est peiné, il veut absolument revoir sa femme, il monte aux enfers la chercher, et avec un des dieux, il fait « OK, pas de problème, tu peux revoir ta femme, mais tu dois traverser les enfers avec elle, sans jamais te retourner pour la regarder. » Et évidemment, dans le mythe, Orphée se retourne, il a besoin de l'image d'Eurydice, il a besoin de son regard à elle sur lui, et Eurydice disparaît, il se retourne, elle disparaît et retourne aux enfers et meurt. L'adaptation de Jelinek, en fait, Orphée, cette fois-ci, c'est une rockstar qui est adulée par ses groupies libidineuses. Puis, Eurydice est une auteure. Elle est incapable de vivre de son art, d'être épanouie dans la création parce qu'elle est toujours dans l'ombre d'Orphée qui prend toute la place par sa lumière, par tout ce désir-là que prend la place des groupies, Puis voilà, donc c'est l'adaptation. Et à la base, c'était un monologue là, de 120 pages. Vraiment, si je peux me permettre, là, une diarrhée verbale de 120 pages de cette Eurydice-là qui, finalement, contrairement au mythe, qui est dans un rôle très passif, on s'entend, là, elle dépend un peu du bon vouloir des dieux et d'Orphée. Mais dans la réadaptation de Jelinek, ben là, elle prend position, elle prend la parole, premièrement. Puis là, évidemment, c'est toute une réflexion. Elle est auteure, je l'ai dit, mais c'est toute une réflexion sur... l'obsession pour l'éternelle jeunesse, l'image de la femme, ce qu'on attend des femmes, le désir aussi, le désir de créer, c'est vaste. Mais bon, en gros, c'est ça. Ouais. C'est ce qui t'a fait peur, j'imagine, un peu, Louise, en lisant le... Oui, c'est tellement
tu as bien dit tantôt, le vertige. En Ouais. tout cas, moi, j'ai eu le vertige et je l'ai encore, en Oui, fait. tout à fait. On l'a tous. Je découvre ces deux femmes-là et Pierre aussi, le chanteur Pierre Quanders. Et je découvre ce texte-là, cet auteur-là, parce qu'il faut dire que il y a eu un gros travail de fond aussi avant que j'entre dans le projet. Un travail fait par la personne qui assiste Louis Carle, qui est Mathieu Leroux, donc un cahier dramaturgique. Et là, j'ai eu des lectures à faire, des films à regarder, et je découvre cette chose-là qui, à chaque fois, me séduit, puis en même temps, quand je pense au spectacle qu'on va faire, me donne des papillons. Parce que vous ne connaissiez pas le travail de Jelinek, en fait. Non, moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est vraiment une découverte, Ouais. un apprivoisement du texte et Oui. de son univers. Oui. Sur tous les points. Oui. Alors, on parlait donc je disais 3 générations, 3 pratiques artistiques aussi. Comment vous avez chacune donné corps à cette Eurydice? Quel a été le travail fait avec le metteur en scène, Louise, au niveau de la danse particulièrement? Oui. En fait, il a donné quand même un vocable à chacune de ces femmes-là. La femme qui fuit, la femme qui écrit et la femme qui arrache. Moi, je suis la femme qui arrache, donc la plus vieille des 3. Je suis dans une espèce d'aphasie. Je perds tranquillement la parole. Mais je m'exprime avec mon corps. Je dis des choses avec un langage qui a été quand même structuré avec Louis Carle. On a fait des sessions où j'ai improvisé beaucoup et puis à partir de là, je pense qu'il recherchait des choses. Donc, il m'emmenait sur des terrains et je lui donnais quelque chose. Et puis, à partir de ça, on est parti et on l'a transposé aussi dans le texte. Alors, c'était le chemin que j'ai fait. Mais le chemin est encore vraiment très, très frais. Alors, on change des choses et c'est ça qui est fabuleux. Parce que Louis Carle, il a une parole, il a une direction très, très claire, très franche aussi. Et puis, je suis vraiment en confiance avec lui. Alors, un dialogue constant. Ouais. Louise, j'ai une petite question. Louise, pourquoi on dit oui quand on t'approche au niveau de tout ce texte, mais aussi sans doute quand tu parles d'aphasie, on sent une réalité complexe, une réalité peut-être très souffrante. Pourquoi on dit oui à ce genre de projet? La réponse facile, ce serait la curiosité, mais c'est plus que ça, je crois. C'est que j'ai l'impression que mon corps et mon être entier a encore des choses à offrir, à dire par le mouvement ou par l'absence de parole, un des deux. Et c'est des gens que je ne connais pas beaucoup. Louis Carle, je lui ai enseigné à un moment donné, et à Stéphanie aussi, mais il y a très, très longtemps. Ouais. Donc, c'était un cours dédié aux acteurs, et puis, j'étais le prof devant. Et je sais pas, quand Louis Carle m'a approché tout de suite, j'ai cliqué à qui j'avais eu affaire, en fait, dans le cours. Et c'était quelqu'un qui était très ouvert, très... il essayait, et puis il aimait la danse. Alors, c'était un souvenir de lui, parce que j'ai une mémoire des personnes, un souvenir de lui. Puis, je me suis dit, ah oui, ça m'intéresse de partager quelque chose, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Donc, des visions du monde actuel, de l'écriture, de la littérature, du théâtre et tout ça, et même de la danse. Donc, j'ai dit oui. Magnifique, merci. Stéphanie, toi, de ton côté, comment ça s'est passé alors, cet apprivoisement du personnage d'Eurydice? Ben nous, ça a commencé en fait dans l'adaptation parce que ce texte-là, comme je disais tout à l'heure, c'était un long monologue. Puis là, Louise l'a un peu dit, on a séparé le monologue en 3 voix de femmes. Donc, il y a celle qui arrache, moi je suis celle qui fuit, et le personnage de Macha et l'Eurydice, celle qui écrit. Donc, celle qui écrit, c'est celle qui est un peu plus, je dirais, dans le présent, qui est en train qui assiste en fait à la préparation d'Orphée pour son spectacle, qui est en loge, qui essaie d'écrire, qui est incapable d'écrire. Elle est prise par sa présence, par cette pression-là des groupies qui crient, qui l'attendent. Puis ce qu'elle crée en fait, ce qu'elle écrit, c'est l'histoire d'une Eurydice qui serait plus jeune, en fait un alter ego d'elle-même qui prend la fuite et qui, elle, va prendre la décision de quitter Orphée et de faire un road trip vers les enfers. Donc moi, j'ai eu comme ce chemin-là aussi à créer l'adaptation, mais dans le spectacle comme tel, comment ça s'inscrit dans le corps? Moi, je suis un peu plus celle qui a des compulsions, je dirais, qui est beaucoup plus dans
qui est toujours à vif, qui est aussi dans la peine d'amour aussi, fait qu'il est blessé, énormément blessé, mais qui peu à peu, au fil du spectacle, va prendre conscience de justement toutes ces patterns-là qu'elle a, en fait, puis elle va essayer de s'en défaire pour finalement être libérée et arriver aux enfers, pour n'être finalement que rien avec toutes ces femmes-là. Rien, mais dans un côté positif, pas rien, nous sommes rien, mais rien d'une façon qu'on est libre, en étant rien, en étant détaché de cette pression-là sociale qu'on a, on peut vraiment exister. Parce qu'à la base, dans le mythe, dans la mythologie, quand on est aux enfers, on n'est qu'une ombre, on n'est qu'une âme errante, qui a pas de plaisir, mais qui a pas non plus de douleur, qui est juste là, puis qui erre, mais dans une certaine plénitude. Fait que c'est un peu ça qu'elle essaie d'atteindre en prenant la fuite, en fait. C'est cette plénitude-là, puis cet espace après qu'elle va avoir pour être libre, puis être femme. C'est un peu, ouais, c'est ça. Et comment vous, si c'est le cas, comment ces trois facettes de cette même femme représentées par vous trois, comment vous vous influencez? Est-ce que vous vous influencez les unes les autres et comment? Oui, on s'influence. Peut-être que Louise, t'as comme un regard un peu plus de l'extérieur que nous, qui est comme plus, nous, on est plus dans les mots. Fait que je suis certaine que Louise a plus de choses à dire que moi. Mais nous, on a cherché à trouver justement des petits échos de ce que Louise fait dans le mouvement. On essaie d'avoir quelque chose de très subtil, là, mais de vraiment avoir des petits échos de ce que Louise fait et vice-versa dans nos mouvements, en fait, pour qu'il y ait justement ce lien-là qui unit ces trois femmes-là, parce que dans le show, on ne se regarde littéralement jamais. Ah, intéressant. Fait qu'on est on vit les mêmes choses à différents niveaux, mais on se regarde jamais. Fait que c'est ça qu'on essayait de chercher justement dans l'énergie, dans le corps, ce qui nous unit chacune les trois. Puis voilà, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, toi, t'as sûrement plein de choses à dire, là. Mais en fait, on se regarde jamais, mais moi, je vois. Ouais. Je suis celle qui voit, donc, et celle qui arrache, comme je le disais tantôt. Moi, ce qui m'influence, c'est vraiment toute cette... je veux dire, une orgie de mots. Puis ça vient me teinter mon mouvement, mais en même temps, il faut que je pratique le détachement de ça parce qu'elle est en train de se détacher aussi et vraiment, littéralement, elle enlève des couches de fausse peau, disons. Mais il faut que tout le temps je sois à l'affût de ce qu'elles sont en train de dire parce que sans se répondre, il y a des moments de cœur ensemble et tout ça. Et puis, pour moi, c'est important d'écouter et le son parce qu'il y a le chanteur et tout ça. Mais je dirais que c'est vraiment des vases clos. Pour le moment, parce que hier, il y a eu quelque chose qui était libérateur à la fin. Stéphanie était là, moi j'étais là, il y avait d'autres personnes, et puis on se disait, à la fin, il y a ça qu'on pourrait faire et tout. Donc, un petit peu plus de connexion entre nous. On l'avait déjà fait, mais c'était pas encore tout à fait ça. Et Louis-Carl a dit, j'y réfléchis et demain, j'arrive avec quelque chose. Et demain sera tout à l'heure, donc on va voir... Demain, c'est vrai. Mais c'est intéressant de vous entendre parce qu'on sent qu'à une semaine, là, ça a jamais été certainement aussi bouillonnant et ça continue de bouger et ça bougera jusqu'au bout. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Stéphanie, hors onde. Ouais. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train de se créer, là, encore. Oui, vraiment. Ouais. Donc vous devez être super excité. On sent l'excitation. On est fébrile. On sent la fébrilité. C'est ce matin, là, c'était... On sent qu'il y a tout un travail qui vient vraiment des interprètes comédiennes de votre histoire et de votre passé. Est-ce que c'est un pressenti que j'ai ou est-ce que c'est vraiment une nourriture autant qui vient de l'extérieur du metteur en scène, mais il y a aussi toute cette expérience que vous mettez. Et on sent qu'on est encore, vu que Louise, tu dis hier, aujourd'hui, on est encore dans un tissage du présent à une semaine d'une première. Alors, à quel point vous avez votre espace, vous avez totale improvisation, liberté, ou est-ce qu'on est dans une écriture très définie, très écrite? Louise, je sens le regard de l'écriture derrière tout ça. Louise? En fait, oui, il y a une part d'improvisation, mais c'est très structuré, je te dirais, pardon. On me laissait quand même beaucoup d'espace, mais là, de plus en plus, avec le texte, il va de soi. Ouais. Excuse-moi, tu vois la parole, là. Il va de soi que je dois quand même être contenue. Je peux pas laisser aller des sentiments, des émotions et tout ça. Je suis beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans la subtilité aussi du geste.
parfois un peu grotesque. Là, je sors de la subtilité, mais d'autres fois, c'est ramené. C'est ramené à cette femme-là qui, quand même, devient une ombre. Donc, c'est toute cette... je dirais, pour moi, je la vois comme une matière, cette femme-là, la femme que je suis. Tandis que les deux autres femmes, Macha pourra parler de son rôle aussi. Stéphanie, je te laisse la parole dans 2 secondes. C'est vraiment sont dans le réel, là, l'espèce de... Elles prennent avec elles et l'écriture et le crayon, et elles, c'est ses valises, c'est la fuite et tout ça. Et moi, je suis dans comme une disparition. Donc, c'est vraiment... c'est quand même très contenu, structuré, je te dirais, même s'il y a des poches d'air ici et là au niveau de comment on l'investit, en fait. Stéphanie, pour toi? Ben, en fait, on a fait une résidence de création un petit peu avant d'avoir commencé les répétitions. Fait que là, on a eu vraiment un espace pour improviser puis essayer des choses autant dans le mouvement puis apprendre à se connaître aussi physiquement et tout. Mais c'est sûr qu'arriver en répétition, c'est une matière qui est vraiment dense. La parole est... Tu peux pas improviser un texte comme ça. Tu sais, c'est très poétique. Faut se le mettre en bouche. Fait que c'est certain qu'on a un espace, oui, d'improvisation comme n'importe quel spectacle. Quand on interprète un rôle, on a notre part de... Je veux dire, bien sûr, ça vient de nous, puis on propose plein de choses, mais ça reste que plus, comme tu dis, plus le spectacle avance, il faut vraiment quand même respecter un certain carcan, parce que on est 3, on a chacun 3 univers, puis il faut que ces univers-là, si on est chacun dans notre bulle, puis qu'on fait ce qu'on veut en improvisant, ça se passera pas. Là. Ça va être le chaos, puis on souhaite quand même que ce soit pas le chaos. C'est ça. Une incarnation à 3 corps, à 3 humaines. Puis il y a Orphée aussi qui se greffe à ça, là, qui est comme errant autour de ça, mais qui, à partir du moment vers, je dirais, le milieu du spectacle, apparaît vraiment, puis fait son show. L'homme qui arrive. J'ai un peu une grosse question, un peu pour clore aussi cette discussion, mais cette pièce s'inscrit, on le disait, dans une perspective féministe et existentielle, et en cela, elle est aussi très actuelle, évidemment. À l'ère du post #MeToo, #Time's Up, le féminisme a pris un nouveau visage, et la prise de parole planétaire que ces mouvements ont enclenchée devient prise de pouvoir et lutte pour l'égalité aussi. Alors, qu'est-ce que cette pièce, elle dit un peu de notre époque, et puis j'imagine que vous avez eu aussi certainement des discussions, vous avez encore des discussions autour de ce que ça soulève, ces propos-là. J'ai juste envie de vous entendre sur ça, Stéphanie. Ben, en fait, c'est ce qui nous faisait peur dans ce texte-là. C'est un texte qui est extrêmement cru et cruel envers les femmes. C'est ce qui peut être un terrain un peu glissant puis inquiétant. Mais il y a l'INEX, si je vais essayer de m'expliquer à la hauteur de ce qu'elle essaie de faire, mais pour elle, d'aller autant dans la cruauté, dans le cru, dans la violence, dans le grotesque, c'est comme si on met une réalité en face. C'est tellement cru, ben ça n'a pas de bon sens que ce soit ça en ce moment, actuellement. C'est tellement grotesque et cru qu'on a une réflexion par rapport à ça. On a un certain recul que si c'était juste un constat ou une réflexion un peu plus intellectuelle et concrète. Il y a comme quelque chose d'extrêmement violent. On a une violence envers les jeunes femmes, chose que je n'ai pas du tout dans la vie, chose que Louise non plus, ni Macha. On n'a pas cette cruauté-là envers les jeunes filles, mais c'est comme si la société nous demande des fois d'avoir cette certaine compétition, ce certain entre femmes qui n'a pas lieu d'être, qu'on n'a pas, mais que malgré nous, qu'on a par toutes les affiches qu'on va voir partout, par quand on va dans un magasin s'acheter une brassière, puis qu'on nous dit, on nous sous-entend qu'on devrait se mettre des pads, qu'il y a des gaines, quand il n'y aurait pas de gaines pour les hommes. Tu sais, quand tu te mets à voir partout tous ces signes-là qui nous oppressent, puis qui nous disent qu'on n'est pas suffisante, qu'on n'est pas assez. Fait qu'on dirait que c'est un petit peu ça... Puis d'ailleurs, dans la pièce, elle le dit, nous sommes plates, molles et plates, repliées, chiffonnées, jetées. Tu sais, c'est violent. Ce n'est qu'un extrait, là, mais ça n'arrête pas. Là. On cogne sur le clou, mais pour mieux qu'il ressorte et qu'il craque et qu'il déchire le bois. Tu sais. Je sais pas ce que t'en penses. On se prend le mur, j'imagine, spectateur, on va se prendre le mur. Ah oui, en pleine face. Pour pouvoir s'en débarrasser, là. Ouais. Louise, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue sur toute cette question posée par Clara? À l'ère du MeToo et du Time Up, qu'est-ce que porte cette pièce et quels ont été le fruit de vos discussions autour de ces questions-là?
En fait, moi, j'ai hâte à la réaction du public parce que quand j'ai lu le texte, je me dis, mais pourquoi qu'ils me demandent de faire partie de ce... Et en même temps, Louise, excuse-moi, mais ta carrière est autour de la création et l'incarnation de personnages et de femmes extrêmement puissantes. Oui. Donc, moi, j'aurais envie c'est cohérent. de répondre à cette question. Mais écoute, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, si ça avait été un homme qui avait écrit ce texte-là, je l'aurais brûlé, le texte. Pour te dire, hein. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille. Je suis quand même... Parce que Louis Carle, je veux dire, il a une très bonne tête sur les épaules. C'est puis il aime beaucoup les femmes et tout ça. Et puis, il est très sensible à la condition des femmes présentes, entre autres, tout ce qui se passe. Hein. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'attire là-dedans? Donc, les discussions n'ont pas vraiment... C'était pas... Bon, qu'est-ce que je pense de ci, ça? C'est vraiment à l'entour du texte qu'on s'est ralliés pour trouver c'est quoi notre place dans ce texte-là. Parce que elle n'écrit pas, apparemment, je peux me tromper, Stéphanie, mais tu me diras, elle n'écrit pas des textes... en fait, elle publie des textes et tout ça, mais on peut en faire qu'est-ce qu'on veut. C'est ce que Louis Carle m'avait présenté en Oui, elle laisse beaucoup de liberté. Même ce texte-là, à la base, on dirait que c'est un roman, mais pour elle, c'était pour la scène, mais c'était vraiment, même c'était écrit en note de page, vous pouvez pas charcuter son texte, mais de vraiment en faire ce qu'on veut. Elle nous laisse un peu, arrangez-vous avec ça. Arrangez-vous avec ce que j'ai écrit. C'est vraiment... Donc, c'est aussi à l'entour de ça, ça va être quoi la parole de cet homme-là, Louis Carle, et puis à travers ce texte-là, et c'est ça qui m'intéressait, tous ces yeux-là posés sur cette écriture-là, et ce que ça peut vouloir dire, même si moi je ne comprends pas tout, ce qu'elle veut dire. Parfois j'ai des frissons tellement il y a une dureté, comme disait Stéphanie, mais en même temps il y a tellement une beauté, puis il y a tellement un écorchement de cette femme-là que c'est ce qui m'a fait adhérer, si tu veux, à son texte, à ce monde-là qu'elle vraiment tire de tous les côtés, et je me suis dit, j'ai quelque chose à trouver là-dedans. Et c'est là aussi l'interpellation de tout ça. Tu m'intrigues. Et on est certain que les spectateurs aussi auront quelque chose à trouver dans cette pièce. Alors, on vous encourage fortement à aller voir cette pièce. On va rappeler les dates. Donc, c'est Ombre Eurydice parle, une pièce d'Elfriede Jelinek, mise en scène par Louis-Carle Tremblay au Théâtre Prospero du 11 au 27 avril. Merci Stéphanie Cardy. Merci Louise Bédard d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On vous libère et nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Just Go Forward de l'artiste Ibio Sound Machine. Restez à l'écoute, vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 5 avril. Il nous offre sa perspective bien singulière de spectateur sous la forme d'un billet d'humeur. C'est la chronique de notre fervent spectateur Robert Saint-Amour. Il nous propose aujourd'hui ces jeunes qui font du bien à voir danser. Un retour sur sa soirée passée en compagnie des diplômés et futurs diplômés de l'école de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Robert et c'est à toi.
Merci. Bonjour Clara. Et bonjour à vous tous. Quiconque me connaît un peu sait déjà que c'est avec un plaisir et un intérêt toujours renouvelé que je me rends découvrir ce que les jeunes chorégraphes et interprètes en danse ont à nous proposer. Voilà donc pourquoi je me suis rendu dans les locaux de l'École de danse contemporaine de Montréal pour assister à la première édition de Boomerang Danse Partagée, organisée par un comité de diplômés de cette école, avec au programme des premières ébauches de 4 œuvres. Avant de revenir brièvement sur chacune d'elles, vous vous demanderez probablement qu'est-ce qu'une soirée Boomerang. Mathéo Chauchat, membre du comité organisateur, nous l'indique de façon fort claire. Tout à l'image du Boomerang, ces œuvres en création nous seront d'abord lancées et nous, en retour, serons invités à leur retourner nos impressions. Pour ce faire, inspiré d'une séance Larsen, il nous transmettra d'abord la question de la chorégraphe, ensuite nous serons invités à fermer les yeux pour trouver le ou les mots inspirés des phrases des moments passés. Enfin, nous pourrons partager notre réception avec une phrase qui débute par « ce qui a fonctionné pour moi » ou « ce qui n'a pas fonctionné pour moi ». Tout cela pour permettre au chorégraphe d'en prendre bonne note et aller de l'avant. Voici donc ce qui me plaît, et une formule qui me plaît, excusez-moi, et j'ai totalement embarqué autant dans la découverte des 4 œuvres que dans la rétroaction qui s'en est suivie. Je vous en propose donc un court compte-rendu. En ouverture de rideau, Collecting the Bones de Gina Baudouin, avec son long, très long foulard riche en nœuds, enroulé tout autour de son cou, elle trace sur le sol un chemin à suivre, labyrinthique, comme pourraient le faire nos gènes et notre éducation. Et une fois fait, elle en entreprend le parcours, mais, et c'est ce qui a le plus fonctionné pour moi, elle ose passer par-dessus les bordures du chemin qui se présentent à elle, pour aller jusqu'au bout de ses aspirations. Voilà un témoignage fort éloquent et bien rendu. Il s'ensuit Ellipse de Stefania Scorina, qui nous présente 3 femmes incarnées par Miranda Chan, Lena Demnati et Mathilde Dezé, qui me captivent dès le début, par leurs mouvements ondulatoires et circulaires. Leurs propositions changent, mais l'effet de leurs ellipses en est le même. J'ai vu des allers-retours de notre univers modulés par l'allée du Big Bang et du retour ensemble et implosif du Big Crush. Une version allongée sera présentée l'été prochain. J'y serai promis. Après une pause, Mathilde Dezé nous revient seule pour nous présenter sa création Hypoptypose. Donc, qu'est-ce que l'hypoptypose? C'est une figure de style consistant à décrire une scène de manière frappante et animée. Et c'est ce que nous découvrirons au pluriel, avec elle s'animant devant différentes images animées de notre monde, projetées sur leur mur derrière elle. La séquence de présentation mériterait selon moi d'être allégée, mais j'ai pu en voir quelques-unes avec lesquelles elle était en parfaite symbiose avec ses gestes. J'en retiens surtout une, durant laquelle elle bougeait en parfaite harmonie avec les volutes de fumée juste derrière. Un pur moment de bonheur esthétique qui a bien fonctionné pour moi et que j'ai partagé avec un grand enthousiasme par la suite. La soirée se terminait par le solo d'Hélène Rémoué, sans rien forcer. Elle se donne le défi de nous faire ressentir avec une seule personne ce que le corps vit et exprime dans la foule lors d'un rave underground. La contradiction de cette singularité, normalement exprimée dans une foule, est confrontée et surmontée grâce à la performance fort intense de Cara Roy sur une trame musicale tout en phase avec la pulse souhaitée. Une soirée qui annonce de beaux jours. Je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'il est possible de poursuivre sur cette voie avec les étudiantes de 2e année du département de danse de l'UQAM qui nous présentent ces jours-ci Rue Chérier, Paradis de Catherine Godette. Mais je m'arrête ici. Bonne prochaine semaine de danse. Merci Robert. On écoute Seul sur ton tandem de l'artiste Voyou avant de retrouver David Lavoie et un invité spécial aujourd'hui.
David Lavoie est de retour aujourd'hui avec un invité bien spécial et ensemble, ils vous offrent une chronique à deux voix sous la forme d'une rencontre et sous une thématique donnée, Montréal et les Premières Nations. Bonjour David, je te laisse le soin et l'honneur de nous présenter ton invité. Merci Maude. Alors pour ma dernière chronique de la saison, j'ai pris le parti de changer d'approche. Ma dernière chronique sera une entrevue. Au début de l'année, j'ai pris une résolution. Ma résolution pour 2019, c'est de mieux connaître les Premières Nations. Bon, ça, je m'arrêterai pas en 2019, je continuerai par la suite, mais c'est quand même quelque chose qui m'est passé par la tête alors qu'on abordait la nouvelle année. Il y a 10 Premières Nations au Québec et il y en aurait une 50aine au Canada, en plus des peuples métis et des Inuits. Comme vous, je lis périodiquement dans les médias les avancées de leurs revendications, de Idle No More, débuté en 2012, à la Commission de vérité et réconciliation qui a duré de 2007 jusqu'au dépôt du rapport en 2015, en passant par l'inclusion du pain blanc sur le drapeau de Montréal en 2017, force est de constater que la relation que nous avons avec les premiers peuples demeure un enjeu politique actuel. Plus près de nous, c'est-à-dire sur le plan des arts et de la culture, puisque nous sommes à Danscussion, nous pouvons aussi constater que la scène artistique autochtone est effervescente depuis quelques années. Pour parler de tout ça et faire un tour d'horizon, j'ai invité Alexandre Nekado, un jeune Atikamekw que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'automne dernier. Koué, Alexandre. Koué, David. Alors, Alexandre est originaire de Manoine. Tu es arrivé à Montréal il y a quelques années et tu es maintenant engagé dans le milieu culturel. Alexandre, comment te présenterais-tu? Koué Kskina, Alexandre Jinkazan. Manon Ibautin, Ajimadato Bibunas Koué Chikan Mauriac. Ajibego Bubuna Odamiron à Terre en Vue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Nekado, je viens de Montréal et je réside à Montréal depuis 10 ans. Je travaille à Terre en Vue, l'organisme qui chapeaute le festival Présence autochtone. Donc, tu travailles depuis 1 an au Festival Présence autochtone et tu me disais que tu étais engagé depuis quelques années avec eux à titre d'agent d'information. C'est à ma connaissance le plus grand événement de création artistique des Premières Nations au Québec. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quoi Présence autochtone? Présence autochtone est un festival qui présente la culture autochtone traditionnelle et contemporaine. Il offre des concerts, musique, une démonstration d'art autochtone, des danses traditionnelles, théâtre, féerie, arts visuels. On a aussi un défilé avec 1000 danseurs, dont 50 groupes de danseurs de différentes provenances en Amérique. Puis il y a aussi des activités de réseautage entre artistes et professionnels, des classes de maîtres et des colloques. Il y a des projections de films et vidéos ainsi qu'une compétition de films dans le volet cinéma. Puis il y a aussi un volet littérature autochtone où on s'associe avec une maison d'édition ou des auteurs pour un lancement d'un livre, des tables rondes et des conférences. Il ne faut pas oublier aussi la gastronomie ou saveurs de Premières Nations. On remarquera que la culture autochtone est encore bien vivante et émergente sur la scène culturelle. Ça a été fondé en quelle année? En 90. C'est-à-dire, donc, on est à la 29e édition cette année. C'est ça, ouais. C'est quand même étonnant parce que, tu sais, j'ai le sentiment que depuis 3-4 ans, on en entend vivement parler, mais quand on se rend compte qu'en fait, en 90, il y avait les premières éditions, c'est quand même signifiant comme durée. Qui dirige le festival maintenant? André Dudomaine, qui est l'un des fondateurs de Terre en Vue. Puis Gabrielle Piché, qui est directrice administrative. Quand tu parlais des activités que vous tenez dans le cadre du festival, tu disais que vous faites des féeries. Ouais. Qu'est-ce que c'est? En fait, une féerie, c'est un genre théâtral qui s'inspire des contes merveilleux. Dans ce cas-ci, notre féerie raconte l'histoire de la création du monde, avec les 2 frères jumeaux, Ioskia et Tawiskara, qui représentent le contraire de l'autre. C'est une histoire qui fait partie de la tradition iroquoienne. Donc, ça fait partie d'un théâtre traditionnel, mais contemporain, actualisé à aujourd'hui. C'est ça. Ça a été créé en 2017, je crois, dans la foulée des célébrations. C'est ça. Dans le fond, c'est les marionnettes géantes. C'est un leg du 375e. Et c'est un festival qui, je présume, malgré ses 30 ans d'activité, n'a pas nécessairement encore tous les moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. C'est quoi les défis? C'est quoi la réalité actuelle du festival? Actuellement, il y a un gros momentum qui se passe. L'achalandage a triplé entre 2014 et 2017. On est passé de 50 000 visiteurs à 150 000 visiteurs. Elle est maintenant considérée comme un événement majeur dans la métropole, mais le budget n'a pas encore suivi, ce qui fait qu'on travaille avec un effectif réduit. Donc vous êtes combien? On est 3 au bureau. Vous êtes 3 au bureau pour faire un festival qui dure combien de jours? 1 semaine. D'accord, bon courage.
Depuis quelques années, la scène artistique autochtone paraît en pleine expansion à Montréal. T'en parles, on le sent avec votre festival. Donc, scène artistique contemporaine en expansion à Montréal, mais au Québec. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton point de vue sur cette dynamique-là? Est-ce que c'est nouveau? Juste dans ma nation, il y a environ 80% de la population qui a moins de 35 ans. Puis ça tombe à 60% pour ceux qui ont moins de 80% ont moins de 35 ans, puis 60% ont moins de 25 ans. Il y a vraiment eu un boom démographique dans les années 80-90. Puis c'est sensiblement pareil chez les autres nations autochtones du Canada. Le manque de logement dans les réserves autochtones a forcé beaucoup d'Autochtones à déménager en ville. On remarquera que plus de 50% de la population autochtone réside en ville. La population québécoise, donc 50% de la population autochtone québécoise n'est plus dans les réserves. Au Canada. Au Canada. OK. Et c'est un phénomène nouveau ou c'est comme ça depuis toujours? Ça doit être... ça a toujours été un problème dans les communautés. De garder les gens dans les réserves. Mm-hmm. C'est-à-dire il y a un exode vers les villes, j'imagine, pour l'éducation, pour le travail aussi. C'est ça. Dans le fond, l'une des raisons, c'est pour suivre les études supérieures, puis le manque de logement. Et donc, sur le plan artistique, cette réalité-là, elle amène quoi? Est-ce que tu sens une effervescence? Est-ce qu'on peut percevoir dans le milieu culturel, toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dynamique-là? Je vois qu'il y a un mouvement de revalorisation de nos cultures. Les artistes émergents intègrent beaucoup leurs racines à leur art. En ce moment, la demande est tellement élevée que les artistes présents en ville sont ultra sollicités. Et certains disent qu'il y a une certaine fatigue à cause du manque d'offres artistiques. Puis c'est en pleine expansion, mais pour répondre à la demande, il faudrait développer les communautés autochtones. Puis à cause du boom démographique, il y a beaucoup de potentiel pour les artistes autochtones de demain. Quand tu dis qu'il y a une certaine fatigue, tu veux dire que les artistes présentement qui sont actifs sont tellement sollicités qu'il y a un épuisement de leur part? C'est ça. Ils peuvent pas tous s'engager dans différents projets. Et qu'est-ce que tu observes de la création artistique des Premières Nations? Est-ce qu'il y a des courants, des thèmes, des formes qui profitent davantage de l'époque actuelle? Il y a beaucoup d'artistes qui ont des pratiques pluridisciplinaires. Ceux qui résident en ville font plus de créations contemporaines. Ils intègrent aussi leur identité culturelle à leur création. Surtout ceux qui sont en art visuel. C'est ce que je vois de plus en plus depuis que je réside à Montréal. Ceux qui résident dans les communautés autochtones sont un peu plus traditionnels. Ils font de l'artisanat, la chasse, la pêche et le perlage. Et d'autres pratiques spécifiques à leur nation. Est-ce que tu sens que les pratiques traditionnelles, donc qui sont un peu moins en ville, qui sont un peu plus à l'extérieur, est-ce que ces traditions-là demeurent très vivantes? Quand tu nommes ce que tu nommais à l'instant là, sur la pêche, la chasse, le perlage, c'est encore des pratiques très actuelles? C'est beaucoup pratiqué dans les communautés autochtones. Et donc, tu disais que tu ressens, tu sens qu'en ville, la création autochtone tend vers une certaine contemporanéité. Elle est influencée par les tendances actuelles. C'est ça. Tu disais que ça bouge en art visuel. Moi qui travaille au Festival Transamérique, je sens beaucoup qu'en danse et en théâtre aussi, il y a des artistes qui sont en train de se positionner et de faire de la création contemporaine. Fait que la grande tendance pour toi, ce serait de dire, il se passe quelque chose d'effervescent dans les villes. Et c'est là qu'il y a une activité artistique qui est vraiment en développement. Oui, c'est ça. Comme on peut parler de, mettons, d'Émilie Monet qui est en théâtre avec sa compagnie Onishka, qui veut dire se réveiller en français. Puis on a aussi Lara Kramer qui fait beaucoup d'art contemporain. Puis ce qui se passe ici au Québec en termes de revalorisation des cultures autochtones, est-ce que c'est la même chose à l'échelle du Canada? C'est la même chose partout au Canada. La nouvelle génération veut prendre sa place sur la scène culturelle. Et maintenant, la culture autochtone a été revalorisée. Il y a de nouveaux artistes qui émergent et ça a beaucoup bougé dans l'ouest du Canada. C'est arrivé un peu plus tard au Québec. J'ai souvent entendu que c'est probablement à cause du fait que le Québec était tellement occupé à la sauvegarde de la culture québécoise qu'elle a oublié les autres. Mais je crois que c'est depuis Adornement au Québec et la Commission Vérité et Réconciliation que j'ai remarqué des changements. Et beaucoup ont été touchés par notre réalité. Et la société s'est rendue compte qu'il y a une grande richesse culturelle chez les Premières Nations et que ça contribue au rayonnement de notre pays.
Et donc, quand tu dis que les Québécois ont été un peu refermés sur eux, je pense qu'on peut on peut y acquiescer. Là, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de défense, notamment de la place du français, puis de positionnement d'un certain nationalisme qui peut être exclusif. Est-ce que tu as l'impression que ce qui se passe maintenant en revalorisation des premiers peuples, c'est durable? As-tu confiance que c'est un courant qui va durer? Ben, je trouve que quand on partage des histoires, ça amène une certaine richesse à nos deux nations. Là. Ben moi, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'on peut avoir confiance en l'avenir. On a vu apparaître dans les célébrations du 375e de Montréal différentes manifestations de revalorisation. Je pense à l'ajout du pain blanc sur le drapeau et sur les armoiries de la ville de Montréal, mais aussi aux cérémonies de reconnaissance des terres non cédées avant des représentations de spectacles ou encore à la prise de parole d'aînés en ouverture de différents événements. D'où viennent ces pratiques? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis toujours? J'ai commencé à entendre les reconnaissances du territoire non cédé dans des ateliers, dans les échanges de sensibilisation sur notre culture. Je pensais pas que ça se répandrait aussi largement, mais je vois que cette pratique a permis à beaucoup de gens de se sensibiliser à notre culture. J'ai l'impression que ces gens sont allés chercher plus d'informations sur notre réalité de leur propre choix. Puis l'ajout du pain blanc dans les armoiries de la ville vient de l'idée de réconciliation. Par le passé, les armoiries de la ville ne laissaient aucune référence sur la contribution des Autochtones. C'est vraiment avec la Grande Paix de Montréal que la ville a commencé à se développer. Les Autochtones qui résidaient dans l'émission sur l'île de Montréal étaient des agriculteurs et ont défriché les terres. Finalement, ces populations-là ont été déplacées pour faire place aux colons français. Moi, quand j'entends ça, je suis toujours épaté quand même de voir comment on connaît peu notre histoire. Quand tu parles de la Grande Paix de Montréal, on parle de quelle année? C'était en 1701. Donc, tu dis qu'à partir de la Grande Paix, il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé par la Grande Paix? En fait, c'est quoi le changement qui est arrivé à la suite de ça? Ben, à ce moment-là, Montréal n'était qu'un petit village fortifié avec quelques centaines de colons. Puis les Autochtones qui résidaient dans les environs se comptaient par des dizaines de milliers. Il y avait une guerre pour le monopole de la traite des fourrures et elles étaient financées par les colonisateurs. Puis quand il y a eu la Grande Paix de Montréal, c'est là que la ville a pu se développer parce que la violence a été arrêtée. Et donc, on a choisi récemment de mettre le pain blanc sur le drapeau de la ville de Montréal. Pourquoi le pain blanc? C'est parce qu'elle a une couleur dorée, son écorce est blanc, puis elle rappelle la couleur du feu aussi, pour le symbole du feu central. C'est un symbole de rassemblement, de discussion et de négociation de paix notamment. Mais dans la tradition iroquoise, c'est le grand arbre de la paix. Et le fait qu'il soit au centre symbolise l'unité des nations. Puis c'est aussi un rappel avec la Grande Paix de Montréal. Puis les cérémonies d'aînés, ça, c'est quelque chose qui existait dans les communautés autochtones. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a un grand respect pour les aînés. Ceux qui accumulaient plus d'expérience avaient plus de respect de la part des jeunes, des plus jeunes. Et les cérémonies tenues par les aînés, est-ce que ça durait 15 minutes, 10 minutes, comme on le fait ici? Ah, ça peut dépendre. C'est ça, il y en a certains que j'ai déjà entendu dire qu'une cérémonie de remerciement peut durer jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 4 heures? Ouais. Ouais, c'est pas pire. On a encore du chemin à faire. Depuis quelques années, il y a plusieurs acteurs des Premières Nations qui collaborent pour fonder un projet qu'on appelle Destination. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit? C'est un gros projet de centre culturel autochtone. C'est qui existe depuis cette idée a commencé à la fin des années 90. Initialement, c'est l'équipe de Terre en Vue qui avait poussé pour la création du centre culturel, mais pour plusieurs raisons, c'est la crise d'Oka entre autres, les gouvernements ne voulant pas s'engager à une dépense supplémentaire pour son fonctionnement, le projet n'a jamais décollé. Les années ont passé, puis le réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a repris le flambeau. Il s'est associé avec le tourisme autochtone du Québec. Ils ont monté un plan d'affaires qui mariait le volet culturel avec un volet touristique. Ce volet va permettre au centre culturel de s'autosuffire. Les paliers gouvernementaux ont eu un intérêt quand ils ont entendu le volet touristique et le rayonnement que ça donnerait à la ville de Montréal, ainsi que les retombées économiques. C'est un projet qui va renforcer le rayonnement des cultures autochtones. Ce seront les principaux acteurs culturels autochtones qui seront résidents au centre culturel. Il va y avoir Terre en Vue, Wapgoune Mobile, les productions Feu Sacré et le centre culturel de Gaspé. Ils vont se partager le calendrier culturel, puis il va y avoir aussi d'autres organismes partenaires qui vont enrichir la programmation.
c'est un projet très important pour stimuler l'émergence de la nouvelle génération d'artistes et c'est un outil de réconciliation avec la société dominante. Cela aussi va contribuer au rayonnement de la métropole et attirer plus de touristes. C'est un projet qui est en marche depuis les années 90. Je pense qu'on s'attendait à ce que le centre puisse être inauguré même en 2017 à l'origine. Ouais, c'est dans l'idée de réconciliation. Et donc, je pense que le site qui est préconisé est dans le Vieux-Port. C'est un site qui appartient au gouvernement fédéral. Mm-hmm. Donc, on comprend que le gouvernement fédéral est attaché au projet. Le gouvernement municipal, le gouvernement québécois, où se situe là-dedans? En fait, la ville était 100% avec le projet. Il attendait juste que le gouvernement provincial puis fédéral s'entendent. En fond, il se jetait un peu la balle, dire lequel qui va prendre une décision en premier, mais on va suivre après ça. Donc la balle est dans le camp de qui maintenant? Là, en ce moment, on est en consultation avec le gouvernement provincial pour voir de quoi que ça va l'air. Puis une fois que le Québec va prendre sa décision, mais là, le fédéral va pouvoir au moins emboîter le pas. Donc, c'est la CAQ maintenant qui a le ballon dans les mains? Oui. Puis, est-ce que ça se passe bien? Avez-vous confiance? Oui, ben c'est ça. En fond, on était agréablement surpris parce que l'administration Coderre, les employés de Coderre, en fond, qui travaillent à la ville, sont tombés sur le chômage, puis ils ont été engagés par la nouvelle administration. Ouais, c'est ça. Oui, OK, d'accord. Donc, ils connaissent un peu le dossier, donc c'est facile d'avancer avec le projet. Donc, quand est-ce qu'on en apprend plus sur le projet? On devrait avoir ici des nouvelles rendues pour le 21 juin. La sortie de l'été, on célèbre la Journée nationale des premiers peuples au Quai de l'Horloge. C'est un endroit pressenti pour la construction de notre centre culturel. Ah oui, OK. Et donc, 21 juin, pour avoir plus de nouvelles sur le projet de destination, le Festival Présence autochtone, 29e édition. Ça va se faire du 6 au 14 août à la place du festival. Alors, Mikta Miigwetz, Alexandre. Mikta Miigwetz. Merci à tous les deux pour ce développement de contenu extrêmement éclairant. De mon côté, immigrante, j'aurais aimé atterrir sur cette terre et avoir un cours d'histoire qui inclut autant le Québec, mais aussi avant tout cette terre sur laquelle on atterrit. Donc merci à tous les deux. Alexandre, tu es le bienvenu pour revenir à cette émission et même envoyer pas mal d'artistes de ta communauté à venir au micro à nos côtés. Et j'espère que tu seras un relais pour nous indiquer qui on peut recevoir. Ce sera un plaisir en tout cas. Non, ça va faire plaisir. Merci David d'avoir été avec nous toute cet hiver. Un grand plaisir. Retrouvez-moi au festival dans quelques semaines, c'est ce qui va m'occuper. Effectivement, on viendra te serrer la main ou boire un petit verre avec plaisir. J'y serai. Alors nous vous proposons une courte virgule musicale signée Vendredi sur mer. Je trouvais que ça faisait une belle transition avec toi David. Future chanteuse au Franco 2019 avec son titre La femme à la peau bleue. Écoutez ça.
Discussion & Co. À chaque semaine, sa pépite culturelle, elle peut prendre la forme d'une courte entrevue, d'un rapport, d'une découverte artistique et culturelle jamais anodine, ou encore d'un retour sur une œuvre vue, entendue ou lue. Le souhait est de mettre en relief le réel. Et aujourd'hui, autour de ma partenaire Clara, de vous donner un aperçu d'une création auquel elle a assisté cette semaine, la représentation de Revisor du duo Crystal Pite Jonathan Young, présentée à Danse Danse. Clara, c'est parti pour le voyage. Oui, merci Maude. Alors, après Betroffenheit que l'on avait pu découvrir au festival Transamérique l'année dernière, la chorégraphe vancouverienne Crystal Pite et l'homme de théâtre et auteur Jonathan Young renouvellent leur collaboration avec la pièce Revisor, présentée par Danse Danse au théâtre Maisonneuve jusqu'au 6 avril. Un pupitre en bois verni, une lumière tamisée, un texte dense, bavard pourrait-on presque dire, porté et incarné par 9 personnages d'une époque révolue. Quoique. À l'origine du scénario de Revisor, il y a une comédie satirique de l'auteur russe Nicolas Gogol, écrit en 1836, et dénonçant la corruption et la duperie. Le réviseur, un imposteur malhonnête interprété par une femme ici, Tiffany Tregarten, vient semer la pagaille parmi des fonctionnaires issus de la petite bourgeoisie qui le prennent à tort pour un inspecteur infiltré. Les uns contre les autres, ils vont alors user de subterfuges, complots et bassesses en tout genre pour amadouer le révisor, camoufler leur propre cachotterie et défendre leurs petits intérêts. Comme dans Betroffenheit, la pièce se divise en 2 parties distinctes. Dans la première, davantage théâtrale et burlesque, les interprètes en costume retranscrivent le texte corporellement en usant de l'exagération par-dessus les voix enregistrées d'acteurs. Et dans la seconde, l'univers s'assombrit, les costumes disparaissent, le texte déraille et s'effrite, devenant trame sonore. La danse alors, dans toute son abstraction, dans toute sa fluidité et sa virtuosité si particulière à l'esthétique de Crystal Pite, prend le dessus. Le texte est encore là, mais cette fois-ci en soutien au mouvement. La voix off de la narratrice, omnisciente, décrit la gestuelle, la corrige, la révise. Elle devient le réviseur. Et nous, spectateurs, devenons témoins de la distorsion de la pièce, quitte à se perdre dans le flot des mots. Est-ce que je comprends ce qui se passe ? Mais en fait, dois-je comprendre quelque chose ? Lâcher prise ? Ping-pong incessant entre le cérébral et le figuratif. Les danseurs sont tous époustouflants de virtuosité. Entre théâtralité et prouesse physique, ils démontrent une fois de plus la diversité et la richesse de leur palette d'interprètes. D'ailleurs, le solo final de Jermaine Spivey vaut à lui seul le déplacement. Le duo Pite et Young donne à la revisite de cette fable contemporaine une résonance résolument contemporaine. Et là est leur génie. En dépouillant la farce, c'est l'humain qu'ils dépouillent, dévoilant toute sa vulnérabilité, dissimulée derrière bien des artifices. En s'immisçant dans les interstices du texte, il nous en révèle le côté sombre et angoissant et nous amène subtilement à nous questionner sur notre condition humaine. Que cache-t-on et qui cache-t-on derrière le masque ? Une fois ce dernier tombé, que reste-t-il ? Avec Revisor, Crystal Pite et Jonathan Young prouvent une fois de plus qu'ils ont des choses à dire ensemble, des histoires de mots et de corps à écrire, un imaginaire à bâtir, pour notre plus grand plaisir évidemment. À vous de vous faire votre propre avis. Revisor de la compagnie Kid Pivot, présenté par Danse Danse, est au théâtre Maisonneuve du 3 au 6 avril. Merci Clara pour cette mise en relief et j'aime toujours autant entendre ta voix. Oh bah il fallait la faire cette déclaration d'amour. Virgule musicale avec une artiste, Cléa Vincent, et son titre Femme et la nuit. La femme est à l'honneur aujourd'hui et pourtant mon invitée qui suit n'est pas une femme. Retrouvons-nous pour les grandes discussions avec un tête-à-tête avec mon invité spécial déjà installé, Khosrow Beramandi, et je lance Cléa Vincent. C'est parti. Les lumières qui s'éteignent ici s'allument dans la nuit. Je crois entendre déjà comme un cœur qui bat. Sitôt que la fête est finie, au rythme de la nuit, dans chaque bruit, chaque pas, je redeviens moi.
chanter tous à la fois, comme un cœur qui bat. La nuit est femme, la nuit, c'est une femme, la nuit. Avec ses larmes et ses joies, la vie est faite de sorts. C'est une femme, la nuit, qui aime autant qu'elle oublie. Et vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca qui dit premier vendredi du mois dit rendez-vous en tête à tête dans les grandes discussions. J'ai déjà le sourire aux lèvres vu mon invité en face. Le moment d'inviter avec nous un ou une travailleur culturel, une personne qui dédie sa vie à sa façon à l'art. Moment pour nous de plonger toujours plus en profondeur dans les réalités, les enjeux, les inspirations de l'humain qui se cache derrière une œuvre ou dédie sa vie à sa carrière. Après la directrice artistique Sophie Labelle, Maison Théâtre, l'écrivain et homme de théâtre Larry Tremblay, l'architecte et scénographe Annick Labissonnière, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme que je définis pluriel, un homme aux multiples facettes, autant artiste que travailleur culturel. Il est peintre, mais également directeur artistique du festival Accès Asie, Khosrow Berhamandi. Bonjour Khosrow. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté cette invitation. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir m'invité. Alors, né à Téhéran, en Iran, émigré au Canada, au Québec, à Montréal, arabe, francophone, j'imagine que l'anglais fait partie aussi de ton immense liste de langages. Un corps à la croisée de deux mondes, Orient-Occident. Est-ce que cette pluralité est source de création et source de vie, est inévitable et est-ce que elle te nourrit? Bah oui, c'est souvent. Donc personnellement, pour moi, ma vie, c'était un peu dans plusieurs niveaux de surprises énormes. Donc, ce qui est relié aussi à mon identité, c'est aussi des fois, ça donnait qu'il était une surprise dans le sens que moi, je me percevoir comme un être vivant sur cette terre. Et je me vois aussi sur la Terre relié dans un cosmos qui est assez incroyablement énorme, qu'on n'arrive même pas à imaginer où ça commence, où ça termine. Donc, dans cette sorte de vaste espace alentour de nous, où on ne peut même pas définir c'est quoi la profondeur, c'est quoi la surface, c'est quoi comme toute cette idée que nous avons pour mesurer nos tailles, nos idées et tout ça, ça devient un peu sans aucune définition ou perception. Donc, quand je me regarde de ce point de vue, c'est un peu bizarre de dire « Oh, je suis homme iranien, vient de l'Asie, Moyen-Orient. » J'essaie de me couper comme ça parce que de plus je me définis, de plus je dois me couper dans différents morceaux et je veux éviter ça. C'est ça, j'avais tout de suite envie de te lancer sur cette dualité Orient-Occident qui existe depuis toujours. Est-ce qu'elle est néfaste? Est-ce qu'au contraire, quand on est un être humain de cette planète, peu importe notre immigration, est-ce qu'on ne devrait pas atténuer ces frontières entre Orient et Occident? Oui, tout à fait. Je veux dire, je suis en train d'expliquer comment c'est contradictoire, cette sorte d'existence qu'on a dans un sens. On est relié à un univers sans fin. Et dans ce contexte-là, aussi, on est un être humain qui vit sur la Terre, qui vit dans un pays, qui parle certaines langues, qui partage dans certaines cultures. Donc, on est aussi raciné comme ça, comme un petit grain dans un énorme terrain. On commence à grandir, on commence à devenir, cette procédure de devenir apporte tous ces aspects de qui nous sommes, où nous viennent et tout ça. Donc, pour moi, être né
à Orient où le soleil se lève et vie au Occident où le soleil se couche. Ça a apporté des différentes expériences. Ça a affecté bien sûr ma vision, mon approchement vers mon environnement et tout ça. Donc oui, j'ai vécu les deux. Et ça partit de mon identité. J'aime bien ça. J'aime bien cet aspect plus sorte terrain, je sais pas comment le dire, d'avoir cette chance de vivre cette expérience. Oui, j'aime beaucoup cette image de naître là où le soleil se lève et de vivre là où le soleil se couche. J'en ai une jalousie de cette complétude que tu peux porter. Et la chance qu'on a, c'est que tu es, et je vais t'ouvrir d'abord sur ta pratique de peintre. Tu es peintre. Alors si on a déjà croisé tes œuvres, on reconnaît beaucoup de formes, de symboles, de lignes, des couleurs et des matériaux utilisés sur des panneaux en bois, beaucoup, si je me trompe pas, mais à toi de me rectifier sans problème, qui portent souvent une mythologie, des animaux énigmatiques, et on reconnaît ce cercle rouge qui voyage beaucoup d'œuvre en œuvre. Je te vois sourire, donc je n'ai pas tout à fait faux. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Comment ta rencontre avec la peinture s'est-elle déroulée? Mais la peinture, pour moi, c'est relié un petit peu à mon histoire d'immigration, d'échanger mon lieu, de vivre, comme tu as dit, d'Orient vers l'Occident. C'est tout à fait un hasard. J'ai grandi en Iran, le pays où, en l'année 1979, il y avait une révolution, durant laquelle un régime qui était bien établi a été changé. Donc, un nouvel régime qui est venu au pouvoir, obtenir le pouvoir. Et donc, ce changement, c'était un changement très, très violent et destructif, dans le sens que pour arriver à une nouvelle chose, il fallait qu'il détruise tout. Et cette destruction, c'était faite par un groupe de gens qui croyaient pas vraiment à la vie sur la terre, mais plutôt à la vie après la mort, tout ça. Donc, une vision très, très religieuse qui est reliée à tout ce qui est le destin et le promis de Dieu et tout ça. En tout cas, tout ce pour dire que pour moi, d'avoir vécu cette expérience très, très violente dans ma jeunesse, au début de l'année de 21 ans, c'était très, très choquant. Et donc aussi, ça donnait qu'il y avait une guerre qui a commencé entre les pays voisins en Irak, entre l'Iran et l'Irak. Donc, comme un jeune homme, j'étais obligé de participer dans les guerres. Pour éviter tout ça, j'ai décidé de quitter le pays. Donc, je suis m'échappé en fait d'Iran. Je suis allé en Turquie et de là-bas, je me suis rendu en Italie. Est-ce qu'on peut parler d'un exil? Tout à fait, dans un sens où il existe, parce que depuis ce temps-là, c'était l'année 82, j'ai jamais retourné en Iran parce que j'ai pas le droit de retourner. En tout cas, pour tous dire que le désir d'aller vers la peinture, ça commençait à ce moment-là. C'était une période qui, comme un jeune homme qui a vécu une période très, très complexe. J'avais plein de choses à dire, j'avais plein d'émotions à connaître d'abord et à le vivre avec, mais en même temps, mon expérience de déplacement m'a mis dans une situation que j'avais pas une langue commune avec mon environnement de parler. Donc, je parlais pas, j'ai quitté l'Iran, j'étais en Turquie, j'ai parlé zéro à la langue. Après, je me suis rendu en Italie, là-bas non plus. Après, je suis venu au Canada. Là, je connaissais un petit peu anglais, mais c'était pas une connaissance assez profonde pour être capable de communiquer avec mon environnement. Donc, toute cette procédure aussi de déplacement, que ça durait environ 1 an, ça a apporté beaucoup de émotions complexes que aussi pour moi c'était inconnu. Donc d'avoir de me rencontrer de nouveau dans toute cette situation de déplacement aussi, c'est de découper de tout mon environnement, mes amis, ma famille, et tout ce qui était relié à mes quotidiens et tout ça. Donc c'était un choc. Donc dans ce choc là, pour moi, l'art, ça est devenu une sorte d'espace où je pouvais m'accrocher, où je pouvais le prendre et me trouver dedans. Donc, c'était un milieu, c'était une expression que j'avais pas besoin de connaître le langage, j'avais pas besoin de connaître l'alphabet.
l'art c'était universel dans un sens, et le langage, surtout ce qui était relié à des émotions que j'avais à ce moment-là. Et je trouvais une facilité à entrer dedans et me réfugier dedans pour partir me protéger, mais en même temps de trouver un lieu de confort, un lieu de bien-être. Quand tu parles de l'art, tu parles de l'art de la peinture. L'art en général, poésie beaucoup, parce que nous en Iran aussi art principalement, ça se traduit en poésie. D'accord. Donc poésie pour les yeux alors, pour la peinture, oui, est-ce qu'on pourrait dire ça? Ben, en tout, il y a d'autres expressions artistiques qui existent, mais poésie c'est très fort. Donc moi j'étais beaucoup plus familier avec la poésie, mais quand je suis arrivé, donc je me suis aussi ouvert. Moi, dans mon passage de l'Iran à Rome, de Téhéran à Rome. J'ai vécu pendant un bout de temps à Rome où il fallait que je trouve un travail pour gagner ma vie. Donc je vendais à cette époque-là des journaux le matin dans la rue. Le journal La Repubblica, c'est comme le Monde d'Italie, en tout cas c'est un journal populaire. Donc je le vendais tôt le matin, entre 6h et 9h, où les gens se déplaçaient pour aller au travail. Et voilà, donc quand j'ai terminé vers 9h du matin, la station où je vendais de journaux, c'était juste en face du Vatican. Donc après, pour me reposer aussi, pour calculer mes monnaies, j'allais toujours dans le Vatican. Je m'installais dans l'église même, et je calculais, je me nettoyais aux salles de bain et tout ça. Et là aussi, j'ai commencé à regarder meilleur endroit. Chapelle et tout ça, c'était là. Donc, mais avant ça aussi, j'avais commencé à regarder les arts visuels. J'ai trouvé il y avait quelque chose qui cliquait avec moi à ce moment-là. J'avais ce désir d'aller vers la peinture comme pratique artistique. Donc, ça restait dans moi. Donc, quand je suis arrivé au Canada, de l'année 83, encore là, j'ai arrivé dans une petite ville, London, Ontario. À l'époque, il y avait 300 000 habitants, où j'étais habitué à vivre dans une grande ville, à Téhéran, ou à Rome, ou à Istanbul. Donc, arrivant dans une petite ville, c'était trop propre pour une chose, c'était très choquant pour moi. Donc, en tout cas, dans cette nouvelle vie encore, je crois que là, le peinture commençait à se prononcer dans mon esprit, dans ma tête. Et là, j'ai décidé de commencer à le pratiquer, à le faire. Et là, c'est la première fois que... quand j'ai commencé à faire la peinture, j'ai commencé à prendre des cours et tout ça. Donc, mon cheminement, c'était en fait pour trouver une façon de parler sans avoir connaître un langage déjà bien très développé. Donc, ça m'a permis de faire sortir mon émotion immédiatement en faisant la peinture. On sent que voyager, exiler, changer de terrain t'a permis d'emmagasiner des images, des émotions, sans doute énormément de réflexions. Alors, au travers de ta peinture, que souhaites-tu donner à voir et pour qui peins-tu, en fait, quand tu te mets dans cette pratique? C'est un peu égoïste de dire ça, mais normalement, je crois que je vais toujours peinturer pour moi-même. C'est comme un médicament, c'était une sorte de, je sais pas, c'était comme pour me rendre la vie plus facile, plus à l'aise, aussi de préoccuper mes temps. Donc, c'était un attachement que ça se développait pendant toutes ces années-là. Donc, mais pour moi aussi, ce que je fais, j'ai en train de aussi créer un univers qui appartienne à moi-même. Donc, c'est un peu égoïste de dire ça, peut-être, mais j'ai créé dans ma tête, dans mon œuvre, un univers qui appartient à moi, qui ma vision vers le monde. Et une fois ça arrive sur le tableau, quand ça termine, ça vient aussi un moyen de communication des idées, des images, des visions et tout ça. Donc dans un sens, je communique ma vision, ma propre point de vue, qui est très très imaginaire, qui est pas vraiment basé sur la réalité. Dans mon tableau, dans mon œuvre, je parle pas de réalité. En fait, pour moi, mon œuvre, c'est un peu alternative à la réalité. J'essaie de voir
créer un monde dans lequel je me sens à l'aise à vivre, je me sens à l'aise à respirer dans paix, en tout cas chez moi, d'ouvrir chez moi. Donc mes tableaux sont un peu chez moi. On peut évidemment découvrir toutes tes œuvres, entre autres sur ton site web, qui est nourri de toutes ces œuvres. Et alors j'ai envie d'ouvrir avec toi toute une des autres facettes de cet humain, le directeur artistique du festival Accès Asie, qui prend part lors du mois, et alors c'est intéressant de l'apprendre pour certains, ou de le découvrir, ou de le renforcer pour d'autres, le mois du patrimoine asiatique, qui se déroule tout le mois de mai à travers le Canada. Et ici à Montréal, le festival Accès Asie ouvrira le 1er mai et se terminera le 30 mai. Tu en es le directeur artistique. Je n'ai pas trouvé la date de ton entrée en poste à titre de directeur artistique, mais ce que je peux peut-être amorcer, c'est que ce festival a été créé en 1995 par des artistes asiatiques militants qui souhaitaient faire tomber les stéréotypes autour des artistes asiatiques. Alors, quand est-ce que tu es entré en poste déjà de ce festival, et est-ce que tu peux nous donner un aperçu du mandat de ce festival? Tout à fait. Donc, le festival Accès Asie, comme tu as dit, était né l'année 1995. À cette époque-là, les années 90 au Canada, à travers du Canada, il y avait une vague d'immigration qui commence à arriver, à s'installer. Et donc, parmi tout ça, il y avait un grand groupe des artistes qui venaient de différentes communautés asiatiques. Et donc, ici à Montréal ou ailleurs, dans d'autres grandes villes canadiennes, on ne parle pas de petites villes, mais plutôt les plus grandes villes, cette notion de être un artiste et communiquer l'œuvre qui a été faite par l'artiste avec les gens d'ici, c'était un défi important. Dans le sens qu'il y avait beaucoup de malconnaissance entre les différentes communautés. Donc, je me rappelle ici, par exemple, les années 90, si un artiste d'origine indienne qui jouait un instrument complexe qui s'appelle sitar, elle se présentait à la Maison de la Culture, dit, je vais vous présenter un concert de musique avec un sitar. La première question, c'était, c'est quoi sitar? Ça vient d'où? L'Inde, c'est où? C'est donc, même, en tout cas, je me rappelle, même avec certains intellectuels, certains artistes d'ici, quand j'ai discuté à cette époque-là, existe toujours ça, je ne veux pas le généraliser, mais exceptionnellement, ça existe toujours. Il y avait une malconnaissance de où on vient, d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Je me rappelle, donc, c'est des notions très très clichés qui est nourri par le média. Je viens du Moyen-Orient, tout de suite terroriste, tout de suite bombe, tout de suite guerre, tout de suite toute cette notion s'était attachée à chacun de nous. Donc c'était constamment confronté avec une réalité qui était d'ailleurs, supposément chez toi, mais en même temps, tu étais un étranger dedans. Donc, essayer de faire ça, un échange pour rendre cette communication, cette existence plus intéressante, plus agréable, pour deux côtés, parce que le fait que tu ne connais pas, ça te permet aussi d'avoir des préjugements. Mais une fois que tu commences à connaître, donc une fois que tu commences à échanger, avoir le dialogue, donc tu commences à voir que au fond, il n'y a pas vraiment grand-chose. Nous sommes tous des êtres vivants, nous habitons sur cette terre, nous partageons la même chose, la même raison pour les joies, la même raison pour la tristesse et tout ça. Donc, c'est tous des émotions humaines, mais chacun a son façon de le présenter. Donc, l'idée de créer un festival, en fait, c'était de créer cette plateforme où les artistes pour venir rencontrer le public d'ici et présenter leur œuvre et créer un dialogue. Et ça, c'était le mandat principal du festival. Et c'est toujours la même chose. Nous, à l'époque, je me rappelle, j'ai une amie, très bonne amie, Madame Janet Lamb, qui est cofondatrice du Festival Accès Asie. Il disait toujours, mon souhait est qu'un jour, ça sera plus nécessaire de continuer à faire le Festival Accès Asie parce que
les gens arrivent à échanger, à se comprendre. Et les artistes asiatiques seront présentés régulièrement dans tous les venues qui existent ici à Montréal. Donc cette nécessité, ça va disparaître un jour. Et malheureusement, en 2019, le festival existe encore. Des fois, on sent que peut-être c'est même devenu encore plus important. Encore plus nécessaire de faire cette démarche, cette sorte je ne veux pas dire que c'est une bataille, mais en tout cas, il faut beaucoup mettre dedans pour créer cette relation. Heureusement, ça a changé beaucoup. Ça a beaucoup changé, surtout dans tous les lieux de diffusion et tout ça. Il y a beaucoup de reconnaissance, surtout. D'inclusion. Oui. Mais en général, il y a toujours des malentendus, toujours des problèmes, surtout avec beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, s'installent ici, leurs enfants qui grandissent ici. Il y a toujours cette notion de nouveaux étrangers, couleur de peau, accent, et tout ça. Ça joue. J'avais justement cette question parce que quand on parle d'Asie et quand on plonge dans le festival Accès Asie, on parle de 20 pays différents, incluant autant l'Asie de l'Est que l'Asie du Sud, que l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est l'un des plus anciens festivals en continu du mois du patrimoine asiatique au Canada. Et alors quand on est téléporté et qu'on devient le directeur artistique d'un festival Accès Asie, on fait le choix d'artistes qui deviennent, j'imagine, des ambassadeurs, des porte-parole de leur culture, de leur discipline. Mais quelle responsabilité c'est pour un directeur artistique? Que choisit-on? Que souhaite-t-on donner à voir, entendre, goûter? Parce qu'il y a également l'art culinaire qui est proposé durant ce festival. Est-ce qu'on peut parler d'un art traditionnel versus un art contemporain asiatique? Quelle place donnes-tu à tous ces gens? Oui, le début de création du festival, on avait toujours pensé à un festival comme un lieu actuel où les artistes se rencontrent, fait des échanges de tous les membres, comme tu as dit dans ton présentation. Les premières générations de festivals, c'était tous des artistes eux-mêmes. Ils étaient obligés de trouver une façon pour présenter leur travail. Donc, c'est ce désir, ce besoin d'avoir une relation proactive avec le milieu culturel existait toujours. Donc, ça existe toujours et on a gardé cette caractéristique de festival. Nous, on n'est pas un organisme qui présente des artistes. On a un lieu de rencontre, on a un lieu d'échange, on vit avec les artistes, les artistes vivent avec nous, on a une relation très très intime, on a une relation pas seulement avec les artistes, avec les différentes communautés asiatiques aussi, donc c'est un peu le caractéristique du festival. Donc pour nous, d'être capable de garder cette relation, on garde aussi une relation proactive pendant toute l'année. Notre équipe, soit des membres de conseil d'administration ou des membres de l'équipe de festival qui travaillent au bureau, on garde une relation très très proactive avec toutes les différentes communautés. On va dans tous les différents des événements culturels, des événements artistiques pour garder cette relation et aussi essayer d'agrandir le festival. Comme on avait commencé le festival, c'était 1 semaine, après ça c'était 2 semaines, 3 semaines, maintenant on est rendu à 4 semaines, 4 activités par semaine, et aussi on a développé d'autres activités durant l'année. On a le festival maintenant un volet principalement que c'est le mois de mai, mois patrimoine asiatique. Je vais parler un peu de ça plus tard. Donc, on a le mois de patrimoine asiatique. Est-ce qu'il y en a du temps? Ou... Oh, malheureusement, on est rendu à la fin de l'émission, mais vas-y, continue les nouveautés, les volets, parce que c'est super intéressant votre travail. Donc, volet art interculturel également. Oui. Moi, je voudrais parler de 4 volets principaux. Donc, le premier, c'est le mois de patrimoine asiatique, et puis durant le mois de mai, donc des expressions contemporaines. Après, on a aussi un volet qui fait voyager les artistes asiatiques à travers des provinces de Québec. Il s'appelle Flore de Lys, Flore de Thé. On a commencé l'année dernière à Sherbrooke. Cette année, on va aller à Gaspésie. On a aussi un volet international qui amène les artistes de Canada à l'extérieur et les artistes d'extérieur au Canada. Et aussi, on a un volet national qui en fait de voyager les artistes montréalais à travers du Canada. Donc, toutes ces activités se reliaient à
mission et devoir principal du festival, qui est en fait de créer des ponts entre les différentes communautés et faire présenter l'art et culture asiatique. Merci beaucoup, Khosrow. C'était un premier aperçu. Okay. Évidemment, nous serons là au mois de mai et nous allons recevoir vos artistes avec plaisir. Ce qui est intéressant, ce sont également les barrières multiples que vous souhaitez aussi faire tomber la barrière de la culture dominante, les barrières entre les communautés asiatiques et les barrières pour les artistes non traditionnels dans leur propre communauté, mais également la barrière des autres communautés à venir voir, découvrir tous ces artistes. Merci beaucoup. On est anti-barrière, voilà. Anti-barrière, anti-frontière, tout en reconnaissant les cultures traditionnelles de tous. Bah oui. Merci beaucoup, Khosrow, d'être venu avec nous. Rappelons que la 24e édition du Festival Accès Asie se déroulera à Montréal du 1er au 30 mai prochain, moment de partage, de découverte et de fédération de liens entre les multiples communautés. Merci, Khosrow. Je vais clore l'émission avec une conclusion toute simple. Excellent. On change de domaine, on change de thème. Les femmes étaient à l'honneur. 90 minutes culturelles viennent de s'écouler. Clore, c'est aussi tenter d'ouvrir. Je me suis inspirée de la poésie. Et aujourd'hui, je souhaitais ouvrir grâce à un événement qui fait battre autant mon cœur que mon esprit que ma condition sociale. Du 8 au 13 avril prochain se tiendra à Montréal le premier chantier féministe portant sur la place des femmes en théâtre. Durant 6 jours, grâce à une entrée libre, gratuite, et en se rendant très simplement au théâtre de l'Espace Go, vous pourrez assister à des activités, des tables rondes, dîners-causeries, des ateliers mettant la femme avec un grand F et des petits F au cœur de toutes les réflexions. Il s'agit d'une collaboration de l'Espace Go avec le mouvement des FET, les femmes pour l'équité en théâtre. Ginette Noiseau, directrice générale et artistique du théâtre Espace Go, affirme ceci: une femme qui prend la parole et met en scène le monde sur les plateaux de théâtre, c'est loin d'être un acte impartial. Voici quelques questions que je vous cite en rafale et qui seront abordées. Comment faire pour que les réalités limitatives vécues par les femmes en théâtre ne soit pas uniquement le combat des femmes? Comment aller de l'avant et façonner ensemble l'avenir de la profession? L'égalité entre hommes et femmes est-elle atteinte ou encore loin de l'être? Dans les médias, existe-t-il un double standard si on est un homme ou une femme? Aussi, doit-on dire autrice ou auteur? Et que veut vraiment dire être une femme aujourd'hui au Québec? Vaste question. Partageons-nous la même histoire? Comment le féminin est-il devenu une source vive d'inspiration dans le parcours de grandes artistes femmes que sont les nouveaux territoires artistiques initiés par des femmes et des hommes aux valeurs inclusives et féministes? Immense chantier en perspective dont nous saluons également l'existence. Aujourd'hui, on salue les existences de tout, la commémoration présence autochtone, le festival Accès Asie, et je me tourne vers ma complice Clara pour les mots de la fin. Merci Maud, j'abonde évidemment dans ton sens avec cette conclusion. Merci à tous nos invités, à nos collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à vous, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion & Co sur choc.ca. Bonne fin de semaine à tous.